Bon dia, bonjour, je vais parler en français. Oui, en français. Donc, ce matin, on se retrouve pour la quatrième et la dernière table ronde. Et cette fois, pour aborder la question de la diffusion des connaissances et de la muséologie. On a vu hier que nous faisons de la recherche ensemble, nous enseignons ensemble, nous partageons nos données. Et donc là, il s'agirait de voir comment restituer mieux encore, cette fois auprès du public, ces savoirs scientifiques. Et il me semblait important de dire, avec les présentations et les discussions qui ont eu lieu hier, que finalement, on a un même objectif commun à garder, peut-être même à développer, dans le cadre de cette coopération entre le Muséum national d'histoire naturelle et le Brésil, qui serait, je crois, favoriser et accompagner aussi toutes les formes d'appropriation sociale du savoir scientifique sur la biodiversité. Il me semblait que ça transparaissait dans pas mal d'exposés de hier. C'est pas simple, on a vu que cette question suscite de nombreux débats, mais que ce soit aussi un chemin prometteur, voire nécessaire. L'expérience de l'herbier de Saint-Hilaire, de ce point de vue-là, me paraissait assez exemplaire. Et donc, il s'agit de rendre ce savoir accessible à tous, notamment, entre autres, à partir des expositions. Peut-être qu'il faudrait changer un peu plus de perspective, et que cette idée de nature qu'on travaille, puisqu'on travaille sur la biodiversité, ne serait plus seulement naturelle, mais qu'on pourrait mieux montrer les liens entre biodiversité et société. C'est ce qui peut-être voulait être dit quand on parlait de citoyens responsables, par exemple. Mais aussi inclure des spécialistes non scientifiques dans la production de ce savoir et dans la muséologie. On va en parler aujourd'hui. Hier, on a parlé aussi de sciences participatives avec l'exemple des papillons là, du muséum. Il me semble que c'est des expériences à multiplier, développer. Augmenter aussi l'intérêt patrimonial des objets qui sont gardés dans les collections avec la participation des groupes qui les ont produits. Et puis donc discuter la restitution ou même le rapatriement sur la base du dialogue, de l'échange et de l'ouverture. Bref, une coopération entre muséum et Brésil, qui serait aussi une coopération avec les populations locales, le public, mais aussi les groupes producteurs de connaissances et d'objets. Voilà, enfin les 4 participants qui sont là sauront bien mieux vous parler de tout ça et de comment la diffusion des connaissances peut nous aider dans le sens d'une plus grande coopération. Avec des questions de quelle manière l'expérience de la France pourrait être utile au Brésil pour ce qui est des collections naturalistes, de quelle manière l'expression brésilienne, cette fois, pourrait inspirer au contraire le muséum dans la collaboration avec les Amérindiens, et des exemples concrets sur la Grande Galerie et sur les possibilités d'échange, d'exposition notamment entre les 2 pays. Donc je vous présente nos 4 participants. Carlos Roberto Brandon, qui est biologiste, curador, conservateur d'une collection au Muséum de zoologie da USP et qui est aussi le président du comité brésilien de l'ICOM. Joanne Landry, qui est directrice du département des galeries au Muséum national d'histoire naturelle, avec également une formation scientifique en biologie et une longue expérience en muséologie. Agnès Parent, qui est muséologue, conceptrice et chef du projet, qui va nous parler en particulier d'un de ses projets à la Galerie des Enfants. Et enfin, Lucia Van Velten, qui est anthropologue et muséologue également au ministère des Sciences et Technologies et qui a une longue expérience de coopération, notamment avec les chercheurs français de l'IRD. C'est une présentation rapide, j'invite les participants à la compléter si c'est besoin. J'ai pas tout dit. Et je donne donc la parole à Carlos. Bom dia a todos. Então, eu queria primeiro parabenizar o Museu Nacional de História Natural da França por essa iniciativa
dizer que nós nos sentimos muito prestigiados por uma delegação de tão alto nível do museu que veio nos visitar com essa proposta de convênios. Então, trata-se de um convênio, então, de um museu nacional da França com museus brasileiros, já que não existe uma organização superior que congregue todos os museus. Então, quando falamos de Brasil, falamos dos museus de história natural do Brasil, e eu gostaria de falar um pouco sobre isso, me apresentando. Então, sou o logotipo aqui do meio, a instituição onde eu trabalho, o Museu de Zoologia da USP, vou falar rapidamente sobre ela um pouco também. E, nesse momento, eu sou presidente do Comitê Brasileiro do ICOM, que é o Conselho Internacional de Museus, que está no Brasil já há mais de 60 anos e tem sido bastante ativo na organização, então, dos museus de todas as tipologias no Brasil. Alguns anos atrás, nós organizamos uma associação Memória Naturalis, de museus de história natural. Essa associação tinha 3 sócios principais, que eram o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, o Museu de Zoologia da USP e o Museu Paraense Emílio Gueldi. Infelizmente, essa associação não prosperou como nós esperávamos, mas ela ainda está viva e a gente ainda pretende que ela assuma um papel melhor. Bom, eu acho importante também falar de algumas premissas que derivam da Rio 92, que são aquelas que estão em cima, para dizer que, na verdade, nenhum convênio tem força superior a uma lei. O Brasil tem leis que regulamentam o acesso à biodiversidade. Ontem se falou sobre a possibilidade desses convênios acelerarem a emissão de autorizações para estrangeiros, mas nós temos leis bastante específicas sobre isso. Essas leis, inclusive, estão em evolução, e nós podemos contribuir nas discussões, mas não podemos superá-las por meio de convênios. E também o que eu coloquei como esses argumentos que estão abaixo mostram a importância dos museus de história natural na conservação da biodiversidade, no conhecimento da biodiversidade. Nós conhecemos ainda muito pouco sobre a biodiversidade mundial, especialmente das regiões tropicais, e muitos dos nomes que estão nas coleções de museus, isso não é prerrogativa apenas do Brasil, mas nos museus do mundo inteiro, estão ultrapassados ou errados. Então, a simples digitalização desses nomes não vai trazer os ganhos que se espera se não houver um trabalho sério de pesquisa e identificação desse material. No nosso caso, especialmente, a biodiversidade brasileira, em grande parte, está representada nos museus no exterior. O número de holótipos que está fora do Brasil, de espécies brasileiras, é preponderante. E isso é uma preocupação para nós. Nós temos que realmente trazer essa informação. Ela não está disponível, nesse momento, para a comunidade científica brasileira. Os museus têm um potencial enorme para ajudar na compreensão do ambiente e da cultura contemporâneos. Isso é a nossa premissa no ICOM e, a partir dela, é que a gente se baseia. Mas também esses benefícios vindos desses estudos de museus têm que ser compartilhados com a sociedade. O próprio ICOM discute uma definição de museu, e essa que eu trouxe aqui é a definição que foi aprovada no último estatuto do ICOM, aprovado na Assembleia de Viena em 2007. Eu trouxe também algumas cópias do Código de Ética do ICOM para museus. Não é o Código de Ética para os museus do ICOM, é o Código de Ética do ICOM para os museus, chamado na França de Código de Deontologia. E nesse código está a definição de museus que eu trago aqui, e que, nesse conceito atual, envolve, então, jardins botânicos, zoológicos, aquários, planetários, parques nacionais, sítios arqueológicos, monumentos naturais e outros. Bom, como foi falado aqui pelo diretor do Museu Nacional de História Natural da França, nos museus de história natural, as coleções são os protagonistas. E se a coleção é o protagonista da instituição, as atividades em torno dela é que acabam
dando a personalidade de cada uma das instituições. E a gente pode resumir isso nos conceitos do que é curadoria científica, que é visto, então, como esse ciclo completo de atividades, tanto na formação e desenvolvimento de coleções, conservação física das coleções, estudo científico das coleções e também comunicação e informação, que deve abranger todos os tipos de acesso, então, ao conhecimento sobre o patrimônio de determinado local. Se a gente aceita essa premissa, então, as coleções devem ter algumas características. A gente poderia discutir mais a fundo aqui cada uma delas, mas não acho que seja o caso. Mas é bom que a gente tenha em mente que as coleções devem ter, então, abrangência, representatividade, coerência com os projetos de pesquisa que elas servem, permanência no tempo. Informação quantitativa, informação qualitativa apenas, muitas vezes, não é suficiente, e os pesquisadores têm que ter acesso. Eu queria também fazer um parênteses aqui, a questão do acesso nosso aos holótipos que estão fora e a questão do acesso dos pesquisadores de fora do Brasil à nossa biodiversidade. Essa questão do acesso dos pesquisadores sobre os componentes da biodiversidade é uma questão que não foi resolvida ainda, né? Existem vários museus, eu vou dar só um exemplo. A coleção, eu sou especialista em formigas, a coleção das mais importantes do mundo, a coleção Auguste Forel, que está no Museu de Geneve. Como Forel foi um grande político suíço, hoje em dia se considera que a coleção dele é um tesouro nacional e não pode sair da Suíça. Isso é, possivelmente quase metade dos holótipos das espécies brasileiras, nós, se quisermos estudar, temos que ir até Geneve, não podemos receber por empréstimo. O Museu de Zoologia Comparativa, hoje, de Harvard, não empresta material para o Brasil, alegando que nós não garantimos, pela legislação, que esse material será devolvido, o que não é verdade. O material tem sido devolvido, não conheço nenhum caso de material retido por motivos políticos. Por motivos documentais, outras coisas sim, mas por motivos políticos, não. Então, a cooperação que sempre houve entre os museus de história natural, que é fundamental para nossas agências de pesquisa, está em perigo. E nós precisamos estar alertas a isso. Bom, além disso, então, as coleções servem para que nós possamos construir um conceito de espécie. E nós também possamos juntar a esse conceito de espécie os exemplares e, com isso, fixarmos a nomenclatura e podemos estudar as relações entre os animais. Os museus são grandes depositários de tipos e isso é de interesse internacional. O conceito de subespécie envolve variação. A espécie não é uma coleção de selos. E nós precisamos, então, ter uma representatividade boa para conhecer os táxons. Além disso, hoje em dia, as coleções servem como depósito legal também. Bom, as coleções do Museu de Zoologia são coleções muito representativas e elas vêm sendo feitas já há muitos anos, envolvem coleções de insetos, coleções de vertebrados, e temos cerca de 8 milhões de exemplares, e a nossa riqueza maior não está nos holótipos, que estão nos museus da Europa e dos Estados Unidos. Nossa riqueza maior, nós temos séries boas, representativas, de muitas localidades, e eu acho que esse é o nosso nicho, onde a gente pode realmente contribuir mais. E também, a segunda riqueza são os nossos estudantes. Eu acho que o Brasil é um dos poucos países no mundo que continua apoiando decisivamente os estudos de taxonomia. Nós temos centenas de estudantes hoje fazendo teses e dissertações de mestrado, com revisões de gêneros, com trabalho de taxonomia básico, mas obtendo uma formação sólida em morfologia, em nomenclatura, e não conheço outro país no mundo que esteja apoiando de forma tão incisiva a taxonomia ainda hoje. A taxonomia molecular é uma ferramenta que também está sendo utilizada, mas não é o que prepondera como um dos museus de muitos outros países que esqueceram a taxonomia básica. Isso terá desdobramentos no futuro. Nossas coleções sempre tiveram uma forte base científica. A Comissão Geológica e Geográfica fez o núcleo dessa coleção,
que depois foi organizada por Hermann von Ehring em 1895 no Museu Paulista, que é um museu que está num local histórico onde Dom Pedro I libertou o Brasil de Portugal e foi construído esse monumento. Posteriormente, o museu foi implantado nesse edifício monumento, que é um edifício inadequado para museu, mas que o museu permaneceu muitos anos. Nessa torre do lado esquerdo, no último andar, ficava a coleção zoológica do museu. Também, desde essa época, nós temos estações biológicas. Aqui está o von Ehring, foi um dos doadores, e a exposição era totalmente... A coleção era totalmente exposta, não havia espaço para guardar as coleções. E aqui um arboreto feito atrás do museu, com Hermann Luther, foi mais ou menos no mesmo modelo do Jardin de Paris. Foi feito também um arboreto atrás do museu, aparece a torre do museu do lado esquerdo. E aqui o plano com o museu embaixo e o arboreto representando os ambientes brasileiros. E aqui, até hoje, aqui nós temos o Museu Paulista embaixo, o museu original, o arboreto e, na parte superior direita, o prédio do Museu de Zoologia, que foi construído, então, em 1939. Esse é o prédio do Museu Paulista, que era um museu enciclopédico, depois transformado no Museu Histórico, e o Museu de Zoologia, que abriga as coleções zoológicas, então, mais importantes. E, assim como o museu, nós tivemos a mesma dificuldade, isso é, o Museu de Zoologia tem uma coleção que era exposta como na forma de um grande catálogo dos animais, até recentemente, e nós trocamos, então, esse protagonismo dos animais como o objeto da coleção, da exposição, para a pesquisa sobre os animais. O protagonismo agora é do pesquisador, e é o seu olhar, é o olhar do pesquisador, o olhar do zoólogo sobre a biodiversidade. Esse é o nosso tema, e aqui tem uma planta da exposição, que é dividida em 5 módulos, então, e mostra quem é o pesquisador, de onde viemos, quem somos, o que acreditamos, e como que nós organizamos as nossas ideias sobre a fauna pregressa e a fauna atual e sobre os grandes conceitos da biodiversidade moderna. Aqui tem uma foto da nossa exposição, mostrando os dioramas antigos que foram recuperados. Então, é um processo bastante parecido com o processo que passou o Museu de Paris na sua renovação, que, usando os mesmos elementos, apresenta a exposição de uma forma mais atraente, mais moderna, né? Nós tivemos o mesmo problema e encontramos soluções parecidas. Então, no chão da exposição tem um grande mapa da vegetação brasileira e, sobre esse mapa, então, os dioramas recuperados, mostrando esses ambientes e os animais que neles ocorrem. Então, ali no fundo, por exemplo, um diorama aberto, mostrando o cerrado, e já ao lado um armário com animais do cerrado, taxidermizados de forma artística, e ao lado um armário com animais do cerrado taxidermizados na forma como são guardados na coleção, que não é da mesma maneira que se guarda um exemplar para exposição ou para estudo científico. Nós queríamos mostrar que o museu não é um museu de taxidermia, é um museu que guarda coleções científicas e que são alguns exemplares expostos, taxidermizados. Estou acabando. E aqui estão as crianças brincando sobre esse grande mapa, que foi uma ferramenta excepcional de trabalho para nós. Então, eu falei muito rapidamente sobre essas questões. Queria só falar também que nós temos um comitê de História Natural dentro do ICOM. Esse comitê, como outros comitês, tem crescido muito no Brasil. Então, mostrando aqui o Comitê de Natural History, o penúltimo comitê, ao longo dos últimos anos, cresceu bastante. E nós conseguimos, então, agora em junho passado, trazer a reunião do ICOM de 2013, a Conferência Internacional será no Brasil. Deveríamos ter tido uma reunião do Comitê de História Natural esse ano aqui, não foi possível.
mas a gente, então, está com muita esperança nesse encontro daqui a 4 anos de todos os 30 comitês do ICOM aqui na cidade do Rio de Janeiro. Era isso, muito obrigado. Muito obrigado, Carlos. Agora vou dar a palavra à Lúcia. Bom dia a todos e a todas. Eu inicialmente gostaria de agradecer muito a gentileza e o empenho da Miriam e da Marta para que esse convite pudesse ser realizado. Eu não venho aqui falar nem de herbários, nem de acervos de outras disciplinas da biologia. Eu vim falar de acervos de bens culturais. Entretanto, a minha preocupação não é me deter sobre as possibilidades de difusão e de estudo de bens culturais musealizados, sobretudo de acervos etnográficos, e geralmente analisados numa perspectiva científica, antropológica, histórica, né, museológica. A minha intervenção não visa, portanto, a contemplar o grande público, mas ela está voltada para as possibilidades de cooperação entre os povos indígenas no Brasil e as instituições museais. Essa questão no Brasil está longe de ser nova, né? Em 1987, Berta Ribeiro, que muitos devem conhecer, já menciona a necessidade de se estabelecer formas de intercâmbio entre museus etnográficos e sociedades indígenas. Entretanto, até o presente, pouco tem sido feito nesse sentido. Tem umas iniciativas assim pontuais, mas não um sentido mais global, de uma política realmente voltada para esse assunto. Essas iniciativas são mais animadoras no Hemisfério Sul, no Brasil e na Guiana Francesa também. Nas Américas e, mais recentemente, no Brasil, os museus que têm a guarda de coleções etnográficas passaram a integrar as agendas do movimento indígena, uma vez que seus integrantes buscam recuperar esses acervos para usos distintos. Isto se deve, em grande parte, ao fato de que o valor documental, histórico e simbólico dessas coleções passou a ser reconhecido pelos produtores, os índios, ser reconhecido pelos produtores dos artefatos que os integram. Esse reconhecimento possui diferentes motivações, entre as quais a patrimonialização e as construções ou as reivindicações identitárias dos povos indígenas. Outra importante demanda está relacionada com a transmissão de conhecimentos, uma atual e constante preocupação de muitos povos indígenas. Os objetos etnográficos representam um meio de repassar às novas gerações um saber específico que diz respeito à constituição e fabricação das peças. Neste caso... Bom, on m'a dit que... me falaram que eu tenho que falar mais devagar. Vou tentar. Mas aí extrapola o tempo, então tem... Tranquilo. Bom. Os objetos etnográficos representam um meio de repassar justamente às novas gerações um saber específico que diz respeito à constituição e fabricação das peças. Neste caso, não apenas o aspecto técnico, mas também aquele que é referenciado pelas origens míticas e cosmológicas agregadas aos objetos. Talvez a Pascale, que recentemente fez uma oficina em Belém, no Museu Gueldio, com os índios Caiapó, vai poder, né, caso ela queira, evidentemente, detalhar muito bem como se processa isso. Finalmente, né, e não menos importante, cresce a compreensão entre vários povos indígenas de que os seus saberes podem ser guardados de formas diferentes das tradicionais e que um diversificado tipo de registros, escritos, iconográficos, filmográficos, fotográficos, sonoros e ainda, inclusive, os objetos etnográficos guardados nos museus. Eles constituem eficazes meios de evitar ou, ao menos, de diminuir a perda dos conhecimentos. Esclareço que não me refiro em nenhum momento ao repatriamento, isto é, à devolução aos povos indígenas, às comunidades indígenas, às aldeias de objetos que estão nos museus.
Na realidade, muitos povos indígenas, e eu aqui só posso falar dos povos com quem eu trabalhei, né, praticamente a minha vida toda, que são os Wayana do Brasil, do Rio Paru de Leste, norte do Pará, eles não estão, embora eles conheçam, porque muitos Wayana vieram a Belém, ao Museu Gueldo, eles não estão interessados nos objetos musealizados. Mas eles estão interessados no conteúdo, não no objeto em si, mas no que o objeto representa, no que ele contém de informação. Né? Os Wayana só consideram belo, estético, bonito, né? Objetos novos, objetos que eles classificam como Ijan. Os objetos que estão nos museus são, de alguma forma, o oposto do objeto Ijan. Eles são objetos upakata, né? São objetos ultrapassados, velhos, né? Eles querem que eles permaneçam no museu. Mas eles querem, sim, ver, fotografar, observar, manusear, né? Porque a apreensão dos índios dos objetos é um pouco diferente da nossa, e eu vou voltar a esse assunto, para depois voltarem às aldeias e refazerem objetos novos e Ijan para seu uso. A partir dessa compreensão, né, de que os índios eles consideram importante essas coleções, não querem novamente esses objetos em si, mas sim poderem ter acesso a eles, os museus passaram a ser vistos como instituições que podem oferecer aos índios novas formas de se expressarem, de terem visibilidade, assim como de realizarem atividades de valorização e intercâmbio cultural. Assim sendo, e após a pioneira criação do Museu Maguta, em Benjamin Constant, no Amazonas, multiplicaram-se os museus indígenas, tais como o Museu Coarri, que fica no Iapoque. E também outros centros culturais, né, que se multiplicam pelo país, e só mencionarei 3 deles. Um deles é o dos Cuicuro, no Alto Xingu, o dos Tapeba, no Ceará, o dos Oyampi, que foi inaugurado mês passado, no Amapá. Entretanto, ao se conectarem a uma história única e específica, esses museus contrastam com as práticas comuns aos museus convencionais. Então, hoje em dia, os povos indígenas têm consciência, têm interesse nas coleções etnográficas depositadas em museus etnográficos, assim como se apropriarem da instituição museu e criarem seus próprios museus, no qual eles possam ter a gerência dos seus bens culturais. Solidários com essas preocupações indígenas, vários museus brasileiros, entre os quais é preciso destacar o Museu do Índio, mais recentemente o Museu Nacional, no Rio de Janeiro, o Museu Gueldo em Belém. Esses museus estão empenhados em criar e operar redes de articulação voltadas para fortalecer a identidade cultural e o protagonismo indígena. Outra iniciativa, né, porque muitas iniciativas estão agregando os povos indígenas, no campo da preservação patrimonial, é articulada através do projeto PACTA, que é coordenado pelo IRD e pela Unicamp. Esse projeto, que se iniciou em 2005, é voltado para o estudo da agrobiodiversidade e dos saberes associados em várias localidades da Amazônia, sobretudo na região do Médio Rio Negro, no Amazonas. Nessa região foi estabelecida uma parceria com a Associação Indígena Local, a ACIMIA, e o IFAM, para o registro do sistema agrícola da região. Como uma das atividades necessárias para o registro, foram organizadas e também capacitados pesquisadores indígenas, e se organizou uma exposição itinerante sobre o tema, a ser montada em Santa Isabel, que é a cidade da região, e posteriormente nas comunidades indígenas. Bom, sabe-se que instituições francesas são depositárias de dezenas e dezenas de coleções e artefatos avulsos provenientes dos povos indígenas brasileiros. Esses acervos se acumulam em grandes museus em Paris, como o Museu de Quai Branly, cujo monumental acervo é, em grande parte, feito a partir dos acervos do Musée de l'Homme e Musée des Arts Africains et Océaniens, mas também muitos objetos indígenas brasileiros estão em médias e pequenas instituições espalhadas pelo interior da França.
A maioria dessas coleções e esses objetos esparsos são desconhecidos ou muito pouco conhecidos, tanto de pesquisadores quanto do grande público europeu e brasileiro. Há cerca de 10 anos, essas coleções foram objetos de um levantamento preliminar de alunos da Université de Paris 7. Eles constituíram diferentes mémoires de DEA e eles permanecem inéditos, né, junto com o professor Taladoir, que foi o que orientou. Há outras iniciativas também pontuais de levantamentos, mas, na realidade, eu diria que a totalidade desses acervos é completamente desconhecida dos povos indígenas. Mesmo porque, na mostra do Redescobrimento, em 2000, em São Paulo, que congregou acervos de 7 museus europeus, inclusive o Manto Tupinambá, que está em Copenhague, não teve nenhuma peça do museu, naquela época, do Musée de l'Homme, porque o Musée de l'Homme, infelizmente, devo dizer, se recusou a ceder qualquer peça para esse evento. Uma situação oposta, né, a essa, desse desconhecimento desses acervos etnográficos, é representada pelo ativo intercâmbio cultural entre a França e o Brasil no âmbito das chamadas belas artes. Os acervos franceses são bem conhecidos através de primorosas publicações e alguns objetos de arte circulam. Também, agora, infelizmente, eu tenho 5 minutos, então agora eu vou correr, tá? Circula entre os dois países e assim podem ser admirados no Brasil. Basta lembrar as 2 exposições dedicadas às obras de Rodin, organizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, com grande êxito de público, e o fato de que os paulistas já podem admirar uma retrospectiva da obra de Henri Matisse na Pinacoteca. Muitos poderão argumentar que se trata de uma questão de escala, de números, pois para cada 1000 pessoas interessadas num quadro de Matisse, haveria talvez uma única que apreciasse um objeto indígena, mesmo que ele tenha sido coletado por Claude Lévi-Strauss no século XX ou Jean de Léry no século XVI. A questão não é propriamente essa, pois é necessário mudar seu foco. Os povos indígenas têm direito, como muitos outros povos e culturas do mundo em situação semelhante, né, como os povos africanos, que querem ver e recuperar o acervo que está na Europa, os da Nova Caledônia e muitos outros, a conhecer o seu passado e seu patrimônio cultural, o qual, ao ser carreado para a Europa, tornou-se patrimônio de diferentes nações europeias, sem abdicar, contudo, de sua condição de patrimônio indígena. Paralelamente, é consenso que o acesso aos bens culturais é direito de todo e qualquer cidadão, o que é, inclusive, garantido na Constituição brasileira. Esse acesso, contudo, não se dá na forma da letra, pois são muitas as barreiras econômicas, sociais, físicas, culturais, o que se amplia grandemente quando se trata do acesso dos povos indígenas aos bens culturais musealizados, tanto no Brasil, assim como na Europa. As estratégias que julgo interessantes para reverter o quadro atual não são, em absoluta, novas, mas também não são de fácil aplicação. Se há alguma inovação, ela fica por conta da transposição de pressupostos aplicados anteriormente a projetos de desenvolvimentistas indígenas e que, presentemente, contemplam projetos do âmbito museal. E esses projetos visam permitir o acesso aos povos indígenas. Todo e qualquer trabalho no campo museal voltado para as sociedades indígenas deve ter início com o desvelamento do seu patrimônio, abrigado em instituições francesas e também brasileiras. Esse aspecto comporta ações que busquem minimizar esse panorama de ocultamento através de levantamentos exaustivos que permitam traçar um quadro realista dos diferentes acervos, de sua composição e de sua subsequente disponibilização. Depois, eu vejo que há necessidade de se estruturar projetos de documentação de acervos em 2 áreas temáticas principais. Projetos de levantamento e documentação de coleções etnográficas em museus franceses e brasileiros voltados para os povos indígenas. Os projetos visam, sobretudo, promover e propiciar o confronto de indivíduos, os índios, com objetos provenientes de seu povo, reunidos sob a forma de coleção museológica. Isso lhes permitirá protagonizar um encontro específico em que se misturam a história familiar e a memória étnica, e que é necessário para a apreensão do universo material,
uma vez que ela é própria a cada povo indígena. Esses projetos trarão benefícios também para os museus, uma vez que propiciarão uma melhor identificações que contribuem tanto para a identificação como para a conservação dos artefatos. Por outro lado, é preciso também que se criem projetos de fortalecimento institucional que seriam desenvolvidos com o objetivo de contribuir para a estruturação das instituições museais indígenas e de capacitação para a gestão do patrimônio que abrigam. Extremamente relevante é a consideração de que se tratam antes de projetos indígenas do que de projetos para os povos indígenas. Isso significa que serão projetos condizentes com os valores culturais e o interesse dos povos indígenas. Ademais, considerarão como um aspecto importante a institucionalização do diálogo, no sentido da ampla participação indígena na formulação e desenvolvimento desses projetos. Assim, serão definidos em espaços efetivamente interculturais, nos quais as propostas de ações poderão ser aprimoradas por esse diálogo. Assim sendo, na consolidação desses projetos, a definição de objetivos, das atividades, do modo de execução, do cronograma de execução e dos custos deve ser por intermédio da participação indígena, organizada em museus, centros culturais, organizações indígenas e também em comunidades. Portanto, esses projetos teriam uma perspectiva diferenciada que reconheceria a diversidade das culturas indígenas. Eu estou terminando. Esses projetos teriam como principal característica o fato de considerarem a existência de lógicas distintas dos mundos indígenas e ocidental, em sua formulação e pressupostos metodológicos. Dessa forma, procurariam respeitar e se adequar às formas de organização social e aos ritmos próprios aos diferentes povos indígenas, assim como a outros modos de percepção e de apreensão das peças dos acervos. Esses aspectos são fundamentais na medida em que possibilitam o protagonismo indígena e a consequente apropriação dos projetos pelas comunidades indígenas. Para superar esse desafio, é necessária a compreensão de que os projetos indígenas demandam muito tempo, requerem a contribuição de especialistas na questão e que precisam ter condições políticas e materiais para que seja evitada a imposição de um sistema cultural sobre o outro, que é um dos motivos que leva ao fracasso da maioria dos projetos com os povos indígenas. A criação de uma rede articulada de museus etnográficos franceses e brasileiros, que englobasse os museus e centros culturais indígenas, também se faz necessária. Os seus objetivos principais seriam a circulação de informações, de mecanismos que favorecessem a documentação, organização, conservação e informatização e disponibilização dos acervos, através de exposições, da tradução, publicação de documentos, composição de catálogo, livros, etc. Enfim. E outros programas de difusão cultural nesses museus, né, e também nas pequenas cidades da circunvizinhança das terras indígenas, onde se concentram os principais focos de oposição e atitudes preconceituosas contra os povos indígenas. Enfim, sugiro que as coleções etnográficas e o campo museal possam ser um significativo, devem ter a ampliação do significativo instrumento de afirmação cultural e política dos povos indígenas, e que o Museum poderia vir a se constituir entre um centro catalisador desse movimento na França, articulado aos 4 principais museus etnográficos brasileiros, que são o Museu Emílio Gueldi, do MCT, o Museu Nacional da UFRJ, o Museu do Índio da FUNAI e o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Muito obrigada. Obrigada, Lúcia. E agora vou dar a palavra à Joanne. Merci beaucoup, Pascal. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui avec cette assemblée. Alors, merci Martha, merci Myriam pour avoir organisé ce séminaire très intéressant et surtout, merci à l'équipe de Martha parce que sans eux, sans Bia, Vanessa et tous les gens et les traductrices qui font un travail merveilleux, la compréhension serait difficile à faire. Alors, je reviens.
J'ai intitulé ma présentation « Le partage des savoirs pour un développement durable de la collaboration entre la France et le Brésil ». J'utilise souvent le concept de développement durable pour parler de la gestion des musées, mais cette fois-ci, je vais utiliser le concept de développement durable pour parler de la collaboration. Parce que pour qu'il y ait une collaboration efficace et concrète, il faut 3 éléments. Il faut tout d'abord qu'il y ait un projet porteur, donc la partie environnementale. Il faut qu'il y ait des sous, donc il faut qu'il y ait le volet économique, mais il faut aussi qu'il y ait une relation entre des individus. Et donc, l'aspect social est très important parce qu'il faut qu'il y ait 2 porteurs de projets de part et d'autre. Donc, je pense qu'au cours de l'après-midi, nous pourrons déterminer quels seraient les projets qui pourraient être intéressants à faire au niveau de la diffusion. Et certainement, il y aura des binômes là entre les Brésiliens et les Français. Alors, ma présentation se fera en 3 parties. Tout d'abord, je vais présenter un peu les galeries du muséum parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent les galeries, mais il y a peut-être quelques personnes qui ne sont pas venues à Paris pour visiter ces lieux quand même historiques et qui valent la peine de voir quelques images pour ceux qui ne les ont pas vues. Ensuite, je vais parler des collaborations récentes avec le Brésil que nous avons eues au niveau des galeries il y a quelques années. Et je vais donner quelques pistes de collaboration futures qui pourraient servir de point de départ là, pour la discussion cet après-midi. Alors, le département des galeries contribue aux 5 volets de la mission du muséum. Tout d'abord, dans la diffusion des connaissances. Évidemment, nous avons des expos permanentes et temporaires, mais nous mettons aussi en valeur les collections exposées qui sont à la fois dans les galeries d'évolution, de paléontologie et de géologie. Nous participons également au niveau de la recherche en muséologie, puisque nous avons un programme sur l'étude des comportements des publics et sur la conservation des collections. Nous participons aussi à l'enseignement. Pascal et Philippe en ont parlé hier. Donc, je vais simplement mentionner que le programme en muséologie contribue à la formation des muséologues en France et qui a beaucoup de succès. Et on participe également à l'expertise en muséologie, principalement dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable. Pour ceux qui ne connaissent pas la Grande Galerie de l'Évolution, c'est une galerie qui a d'abord commencé en tant que galerie de zoologie, un peu comme la galerie de São Paulo, et qui a été inaugurée en 1889 et qui a été fermée pendant de nombreuses années, de 65 à 94 en fait, et qui a été rénovée par 2 architectes fameux, Chemetov et Huydrobro, qui ont fait un travail exceptionnel de transformation de cette galerie en une galerie de l'évolution qui a une scénographie exceptionnelle et qui fait l'envie de plusieurs musées. L'exposition permanente comprend 4 thèmes, les milieux marins, les milieux terrestres, comprendre l'évolution de la vie et l'impact de l'homme sur la nature. Et nous avons également la chance d'avoir un espace d'exposition temporaire de 1000 m² qui présente une programmation régulière au fil des ans. Maintenant, nous avons décidé de faire les expositions temporaires sur une durée un peu plus longue parce que, bon, les expositions temporaires, ça coûte quand même pas mal de sous à réaliser et on préfère les faire sur une durée plus longue pour amortir un peu l'investissement. Nous avons également une galerie des espèces disparues qui a beaucoup de succès également, qui est unique en son genre. Et nous allons avoir bientôt une galerie des enfants. Agnès va présenter la galerie d'ici quelques minutes. Cette galerie a environ 650 000 visiteurs par année. La galerie de paléontologie et d'anatomie comparée est une galerie, un bâtiment aussi qui a été construit à la fin du 19e siècle et qui présente des collections encore dans une manière un peu à l'ancienne, avec l'esprit du lieu vraiment très marqué, et donc le cabinet de curiosité. C'est une muséologie très, très marquée au niveau du temps, mais qui plaît encore beaucoup, non seulement aux muséologues, mais à tous les visiteurs qui viennent la voir régulièrement. Et donc, malgré le fait que cette galerie a besoin de rénovation, nous avons quand même environ 300 000 visiteurs par année. La galerie de minéralogie et de géologie a été le premier bâtiment qui a été construit au Jardin des Plantes pour devenir un musée, donc en 1837. Il y a 3 espaces en fait d'exposition, une grande nef que l'on utilise parfois pour les expositions temporaires, mais nous avons 2 espaces d'exposition permanente, la salle des cristaux géants et la salle du trésor.
Il y a un projet également en ce moment en vue pour une rénovation de cette galerie, pour une galerie de la Terre. Tout récemment, nous avons ouvert un nouveau cabinet d'histoire du Jardin des Plantes, qui est un nouvel espace patrimonial depuis 2008. C'est environ 100 mètres carrés d'exposition, donc c'est pas très grand, mais qui a quand même elle a l'avantage de présenter tous les éléments historiques du muséum, qui sont souvent gardés à la bibliothèque du muséum. Donc il y a souvent des tableaux, des sculptures qu'on peut présenter, mais aussi une collection de vélins exceptionnelle. Le Musée de l'Homme ne fait pas partie du département des galeries, mais comme M. Gallet n'avait pas présenté d'image, je me suis dit que ce serait bien quand même d'en parler, étant donné que Serge Bahuchet est ici et qui pourra lui aussi vous être intéressé à avoir plus d'informations sur ce nouveau projet de rénovation du Musée de l'Homme. Il y a en ce moment, c'est le moment du déménagement des collections, du déménagement des chercheurs, et il y a une équipe d'architectes, de scénographes, et le chef de projet, Jean-Pierre Mohen, dirige une petite équipe là qui va rénover ce musée qui date de 1937 et qui va réouvrir en 2012. Donc, vous avez quelques images là qui donnent un peu l'idée de ce que sera ce nouveau musée de l'Homme. Alors, j'aimerais parler des collaborations récentes avec le Brésil. Alors tout d'abord, l'année 2005 était l'année du Brésil en France, donc il y a eu également des échanges de chaque côté et il y a eu un forum Sciences et Sociétés qui a été réalisé avec des classes de lycée. C'est la fondation Osvaldo Cruz qui a organisé et financé cet échange d'étudiants. Et je pense que ça avait démarré en 2002. Avec le CNRS, il y avait eu un forum Sciences et Sociétés qui avait été organisé au Brésil et avec des étudiants à la fois de Rio et de Brasilia. Et lors de l'année du Brésil en France, certains étudiants étaient venus et il y avait eu des échanges avec des étudiants de lycée français. Donc, pour ceux qui désirent avoir plus d'informations, j'ai un document là que je pourrais partager avec vous. Le deuxième projet sur lequel nous avons collaboré avec le Brésil, c'est le projet de la Galerie des enfants, mais je vais laisser le soin à Agnès et à Pascal de parler un peu de cette collaboration qui a été instaurée entre les deux pays. Quelques pistes de collaboration future. Alors, je vais parler un peu de ce que nous, on peut apporter au Brésil, mais j'espère que cet après-midi, on pourra avoir aussi des échanges de l'autre côté, ce que les Brésiliens peuvent apporter en France, parce que au niveau de la muséologie, il y a une école de muséologie très, très ancienne, une tradition de muséologie au Brésil, et il serait intéressant de partager entre nos deux communautés de muséologues les différentes méthodes d'enseignement, mais aussi les différentes méthodes de réalisation. Alors, au niveau de la formation en muséologie, nous avons également donc ce programme de Master 1 et de Master 2 en muséologie. Il y a aussi le doctorat en muséologie qui est possible d'organiser avec des étudiants du Brésil, mais je pense que ce serait intéressant d'échanger aussi non seulement entre les étudiants, mais avec des professeurs aussi qui pourraient venir au muséum dans le cadre d'une réciprocité pour le transfert des connaissances et des savoirs. Nous organisons aussi prochainement un séminaire de formation continue pour des professionnels en direction des professionnels de la Chine parce que nous recevons beaucoup de délégations et on s'est aperçu que finalement que les gens demandaient souvent le même type de questions, le même type d'informations concernant notre processus de réalisation d'exposition. Donc, avec Myriam et l'équipe d'exposition, nous avons donc prévu un programme en 2010 pour recevoir sur une semaine des collègues de la Chine. Alors, peut-être que ce serait possible de le faire et de l'organiser également pour des collègues brésiliens dans un futur rapproché. Alors, le programme de ce séminaire, évidemment, on va parler de la gestion de projet au niveau de tout ce qui est le processus de conception et de réalisation d'expos, mais on va parler aussi de médiation et de conservation des collections. Alors, un sujet qui pourrait être intéressant de discuter cet après-midi, c'est la venue peut-être d'expositions itinérantes ici au Brésil. Alors, je donne quelques exemples d'expositions qui tournent actuellement. Nous avons réalisé une exposition sur les cétacés l'an dernier qui a été présentée dans la Grande Galerie de l'Évolution et qui tourne maintenant dans une version réduite de 500 mètres carrés.
L'exposition va ouvrir prochainement à Bruxelles, mais elle va aussi tourner aux Pays-Bas et en Allemagne. Mais si certains musées seraient intéressés à avoir une version modulable de cette exposition, ça pourrait être intéressant de la partager également avec vous au Brésil. Nous avons une exposition qui a été réalisée il y a quelques années, qui a été présentée à Paris en 2005, je crois, sur les mammouths, au temps des mammouths, et qui a eu beaucoup de succès, et qui maintenant a tourné dans plusieurs régions françaises, et qui a été en Australie, qui a été à Nouméa, et qui pourrait venir ici si cela intéresse les musées du Brésil. Deux plus petites expositions, Araignée, qui a été faite en collaboration avec le musée de Rennes, et qui sera présentée à Paris en 2011. Une exposition qui a été présentée en 2008 dans la galerie de géologie sur les abysses et qui a le mérite de présenter des spécimens dans des aquariums, là, avec des poissons qui sortent vraiment de l'ordinaire, parce que ces poissons, c'est les premières fois souvent que les gens les voyaient. Donc, cette exposition voyage maintenant en Asie et pourrait peut-être être disponible également. Nous avons également, pour des endroits où les salles d'exposition ne sont pas adéquates au niveau de la surface, nous avons des petites expositions légères et des malles pédagogiques que l'on peut présenter sous une forme beaucoup plus modulable et légère, donc sur des thématiques comme celle des mammouths. Nous avons également une malle pédagogique sur la naissance et une sur les grands singes qui voyagent également en ce moment en Afrique. Alors, d'autres pistes de collaboration, j'espère que ces pistes vont pouvoir initier la discussion cet après-midi lors des groupes de travail sur la diffusion. Alors, évidemment, on pourrait échanger des contenus, les contenus de programmes éducatifs, des contenus d'ateliers ou de mini-expositions. On pourrait aussi faire des duplications d'expositions ou de dispositifs interactifs. Mais je pense que la participation conjointe lors de l'année de la biodiversité, qui sera en 2010, pourrait être une piste intéressante également à discuter. Donc, voilà, muito obrigada, et puis merci beaucoup pour votre attention. Merci, Joanne. Et maintenant, on va écouter Agnès. Bonjour, je vais poursuivre la présentation de Joanne en parlant plus spécifiquement de la Galerie des enfants. Oups. Voilà, qui est un exemple de coopération France-Brésil. Alors, juste quelques mots pour resituer le projet, je vais vous le présenter un peu dans son ensemble. Le projet de Galerie des enfants s'insère dans la Grande Galerie de l'Évolution sur une des ailes que nous réaménageons. Pour ceux qui connaissent, c'est en dessous de la salle des espèces menacées et disparues. Ici, on voit la nef de la Grande Galerie. C'est un projet global dans la mesure où on va réaménager l'ensemble de l'espace pour créer un espace d'exposition permanent de 500 m² environ et 2 salles d'activité multifonctions. L'ouverture est prévue au printemps 2010. Juste pour vous présenter le projet, donc ça, ce sont des vues des 2 salles qui vont être construites. Une salle en bas qui permettra de faire des activités type petit théâtre et une salle en haut qui permettra de faire des activités plus diverses. Différents ateliers pourront être menés évidemment dans ces 2 salles. Alors, sur l'exposition en tant que telle, l'objectif était donc d'amener le public à mieux comprendre évidemment la biodiversité et de sensibiliser les visiteurs aux conséquences de leur mode de vie sur la nature. Alors on a un public très spécifique, d'où Galerie des enfants, puisqu'il s'agit d'intéresser à ces problématiques les enfants, les 6-12, en famille ou accompagnés d'adultes. Il s'agit donc plutôt de travailler sur le groupe familial. Alors, pourquoi coopération avec le Brésil? On a choisi de tenter d'atteindre ces 2 objectifs à travers la présentation de 4 espaces qui s'ancrent vraiment dans une réalité de lieu. Donc on va d'abord déambuler dans la ville. On a choisi comme exemple Paris. Bon, nous sommes à Paris. Ensuite, on va traverser la rivière, où aussi on s'ancre dans un lieu réel, qui est une région qu'on appelle la Bassée, qui est au sud de Paris, qui est relativement préservée, puisque, entre autres, l'eau que nous buvons à Paris vient de cette région.
En troisième partie, justement, nous allons traverser la forêt tropicale et là, on a choisi de présenter le lieu où vivent les kayapos, dans le Para. Et enfin, on finit sur un espace qui recontextualise ces trois paysages dans la diversité de notre planète et qui aborde les problématiques de conservation et de vie, comment vivre ensemble. Donc juste pour vous situer dans l'espace, l'exposition est sur 2 niveaux. On va d'abord traverser les petits cubes, c'est la ville, puis l'espace un peu plus horizontal, c'est la rivière. La forêt tropicale est au bout. On monte l'escalier pour monter dans la canopée. Bon, pas avec un pont de singe, mais on montera dans la canopée. Et ensuite, la mezzanine présentera des aspects plus sur la planète et les problématiques qui sont rattachées. Je vais passer très rapidement sur les premiers espaces pour présenter plus particulièrement la partie forêt tropicale. Donc ici, on peut voir une vue 3D simulée de ce que sera la ville, dans laquelle on présentera 2 idées fortes. C'est dans la ville, on a affaire à des espaces distincts, la maison, la nuit, la friche, le jardin, la rue. Et on va amener les enfants en famille à partir à la découverte de cette diversité cachée qu'on ne connaît pas forcément bien, cette nature ordinaire qui vient et pourquoi est-elle là, comment arrive-t-elle à vivre avec nous, soit parce qu'elle y retrouve ses conditions, soit parce qu'elle est extrêmement généraliste et développe des stratégies diverses et variées pour pouvoir vivre en ville. Bon, ça, c'est des aspects graphiques, parce qu'évidemment, pour les 6-12 ans, on va beaucoup s'appuyer sur l'image, mais également sur des collections. On est au Muséum d'histoire naturelle et ça nous semblait important que cet espace s'appuie sur notre spécificité qui est la collection. Donc, des spécimens mis en situation dans l'espace, hors vitrine, comme dans la grande galerie en grande partie, avec tout un ensemble de dispositifs ludo-éducatifs pour amener les visiteurs à interpréter cette collection et à développer des problématiques, nos thématiques pour chacun des lieux. Là, par exemple, on pourra, à l'air de petites jumelles, regarder les oiseaux et leur lieu d'implantation dans la ville, et entre autres comment certains vont retrouver des conditions qui existent dans la nature, les oiseaux de falaise, etc., et les plantes également. D'autres dispositifs, donc, comme je disais, multimédia. Là, on fera un parcours à travers Paris dans le temps, et l'enfant pourra se prendre en photo et participer, et être intégré à une petite vidéo et deviendra un personnage qui déambulera dans Paris au temps du Moyen-Âge, au temps des Gaulois, au temps de la préhistoire et au temps d'Haussmann. La rivière, je vais passer aussi rapidement. La rivière, 2 idées fortes. C'est la rivière n'est pas un tuyau, mais en interaction justement avec les milieux qui l'entourent. Ça, c'est la première idée. Et la deuxième idée qu'on va faire passer à travers un certain nombre de dispositifs, c'est comment les espèces se partagent le milieu. En fait, la notion de niche écologique, on n'utilisera pas ce type de terme, mais l'idée est derrière, est là. Par exemple, comment les poissons se partagent la rivière. Donc là, on a fait réaliser des poissons naturalisés pour ce projet. Parce qu'il y a cette expertise aussi en France, comme on en parlait, monsieur. Donc là aussi, l'autre idée, c'est comment justement la rivière va interagir avec les milieux environnants. Donc enfin, la forêt tropicale, où on a une représentation de la scénographie évoque la forêt avec ses grands troncs, du graphisme qui portera le propos sur les plantes. Toujours le problème dans les musées, c'est comment présenter les plantes. Des spécimens dispersés dans l'espace et un certain nombre de dispositifs d'interprétation. Donc en bas, on parlera du sous-bois et en haut, on parlera de la canopée quand on aura monté les escaliers. Je reviendrai à la forêt tropicale, donc je passe rapidement pour que vous ayez une vision d'ensemble de l'exposition. La dernière partie évoquera donc la planète. On sera accueilli par un grand globe qui représentera les différents biomes
Et à l'aide d'écrans qui seront un peu comme des loupes magiques, on pourra voir le globe tourner, parce que ce globe sera en rotation, et on pourra rentrer dans un milieu, choisir un milieu et voir les plantes, les animaux, mais également les hommes qui vivent dans ce lieu-là. Ça, c'est un propos général dans l'exposition, c'est justement toujours associer la présence humaine aux différents espaces qu'on traverse. Donc, le plan, donc le globe, donc j'ai parlé des dispositifs aussi justement où on a recours au dessin animé pour expliquer par exemple l'impact notre impact sur la planète. Entre autres, là, on a choisi 2 thématiques, c'est l'eau, et puis on parlera aussi du CO2, comment on a un impact soi-même, qu'est-ce qui se passe au niveau, on va dire, du pays, et puis au niveau mondial. Donc là, on va suivre ce petit bonhomme chez lui, puis après, sur un petit écran, sur un moyen écran, on parlera justement de l'usage de l'eau pour arroser aussi les légumes qu'on mange, etc., etc. Puis on prendra l'avion et sur un plus grand écran, on verra par exemple un champ de coton arrosé à l'autre bout du monde, qui ensuite permet de faire un jean que le petit bonhomme reçoit par avion et met chez lui. Voilà, donc on est dans ces processus-là. Ou alors à la fin, on a un dispositif justement qu'on appelle la table des débats, qui permettra d'exposer 2 problématiques. C'est un jeu de rôle où on a un problème qui est exposé, des experts qui vont donner leur avis, tout ça en dessin évidemment, et puis avec des photos réelles pour ancrer ça dans du vrai. Et les visiteurs ensuite auront à voter pour une des solutions. Donc on a choisi 2 thématiques, le bio. Faut-il passer au bio à la cantine? Voilà, c'est un maire qui se pose la question et il va demander l'avis à ses conseillers. Et le deuxième, c'est le réchauffement climatique. Évidemment, un président d'État qui doit participer à la prochaine conférence et demande à ses conseillers de choisir avec lui les options qu'il proposera lors de ce conseil. Alors, pour revenir au volet sur la partie forêt tropicale, la coopération que nous avons avec le Brésil s'est établie donc en 3 volets. Premier, c'est justement, cette coopération a pu se faire grâce à nos 2 scientifiques référents pour la forêt tropicale, qui sont Pierre-Michel Forget, qui travaille plus sur la Guyane, mais aussi a pu nous mettre en connexion avec d'autres chercheurs, et Pascal de Robert, ici présente, qui évidemment nous a beaucoup suivis sur ce projet. Ils nous ont ouvert un réseau de collaboration avec les scientifiques brésiliens, qui connaissent parfaitement évidemment leur faune et leur flore, ce qui nous a été d'un grand secours, parce que comme on voulait vraiment un ancrage dans un lieu réel, il ne s'agissait pas de parler de la forêt tropicale en général, avec les spécimens qu'on trouvait dans notre collection, mais vraiment de présenter quelque chose de cohérent au niveau de la faune et de la flore. Donc voilà, choisir les petites espèces, etc., c'était assez compliqué, ça aurait été très très compliqué sans cette collaboration. Et puis, comme l'idée, c'était toujours de parler d'un lieu, mais aussi des hommes qui y habitent, on a eu la chance de pouvoir, à travers Pascal, coopérer, échanger avec les Kayapos de... Alors, je vais mal le dire. Mokairako, ça va? Voilà. Donc, grâce à cette collaboration, justement, je pense que l'espace va être riche et fort, et c'est le dernier lieu réel que les enfants rencontreront avant de partir sur la planète. Donc je pense que ça va être un moment fort. Cette collaboration, donc, comme je le disais, nous a permis de valider des contenus et des spécimens présentés. Entre autres, là c'est une représentation d'un dispositif qu'on aura à l'entrée, où dans une souche, dans ces espèces de souches en bois, derrière une vitre sans teint seront cachées les grosses bêtes de la forêt tropicale. Les enfants mettront leurs pieds dans l'empreinte des animaux et feront ainsi surgir de la nuit ces bêtes et leurs sons. Alors après, comme je vous le disais, tout un dispositif d'interprétation autour de ces collections. Entre autres, on va parler de notre type de coopération Agouti du Brésil, où on explique justement comment l'agouti va disséminer les graines et en oublier quelques-unes, comme l'écureuil le fait chez nous. J'ai pas le temps de montrer, hein, je pense pas. 3 minutes. À la rencontre des Indiens Kayapo, donc là on a, grâce à Pascal, on a pu faire ce travail d'échange avec les gens du village de Moireko.
qui ont choisi les objets qu'on va présenter dans l'exposition. C'est un petit espace hein, qui présente donc, cette présence dans la forêt. Donc ils ont choisi les objets et les symboles que nous allions présenter. Parfois, ils ont réalisé des objets pour l'exposition, ce qui est fort intéressant. Et puis, on va élaborer une vidéo en 5 courtes séquences qui montre la vie d'un enfant qui vit chez les Kayapo à partir des dessins qui ont été réalisés justement par les enfants Kayapo. Donc il va être une porte d'entrée vers ce film. Voilà. Donc je devais venir avec le DVD, mais on est un petit peu en retard, donc je l'enverrai bientôt à Pascal, qui va le montrer aux Kayapo, justement pour voir si le discours qu'on a est en cohérence. Et puis voilà un petit dessin qui est en bas à droite. Cette coopération nous a permis aussi de présenter des sujets de recherche actuels et rarement présentés au public, en tous les cas en France. Par exemple, la thématique de recherche de Pascal, où on va avoir une très grande roue qui permettra d'associer, qui parlera du jardin, donc cultivé dans la forêt, comment les Kayapo cultivent dans la forêt, et qui permettra d'associer une graine à une représentation d'un fruit ou d'une graine ou d'un tubercule, si je ne dis pas de bêtises, à là où elle pousse, là où elle est plantée dans la forêt, dans le jardin, pardon, et pourquoi elle est plantée à cet endroit-là. Ça permettra aussi d'associer des photos des jardins qui sont évidemment fort différentes de nos jardins européens. Voilà, donc les perspectives pour alimenter la discussion qu'il va y avoir entre autres cet après-midi, entre autres sur ce projet-là, de manière très concrète, deux pistes, c'est essayer de développer des coopérations pour enrichir la présentation des spécimens et des objets de la partie forêt tropicale, et également de proposer des outils pour la médiation auprès des groupes scolaires, c'est-à-dire obtenir plus d'objets qui puissent aussi être présentés lors des animations qui seront faites dans les salles annexes et qui pourront aussi enrichir, par exemple, la présentation de la canopée, parce que pour l'instant, on n'a pas énormément de spécimens. On est dans un espace permanent, donc avec cette modularité qui est intéressante et cet enrichissement possible. Donc ça aussi, c'est mettre les moyens pour que cette coopération puisse avoir lieu. D'un autre côté, c'est aussi permettre la réalisation d'opérations de sensibilisation, par exemple par la venue d'un groupe de Kayapo, et de poursuivre par la suite des échanges par les moyens technologiques contemporains. C'est justement, pour faire écho à la présentation de Lucia, c'est dans cette même dynamique. Je vais laisser la parole 2 minutes à Pascal qui va vous parler justement de l'exposition Belém, qui est un effet de rebond de cette idée de ce projet de Galerie des enfants est née l'idée d'une exposition qui a été réalisée à Belém et dont l'inauguration était samedi dernier et qui peut-être reviendra prochainement en France. Merci Agnès. Merci. Bon, juste pour finir, donc un effet de rebond, c'est exactement ça, puisque en fait, il y a eu de très nombreux allers-retours pour ces plusieurs expositions qui sont en train qui se sont faites et qui se font avec les Kayapo, qui ont pris très au sérieux en fait la proposition de participer. Il faut dire que vous les connaissez sans doute, en tout cas ils sont célèbres, et donc très vite ils ont compris l'importance d'une exposition, du travail avec des images, des textes, du contenu en fait, et l'importance d'y participer. Donc en fait, nous aussi, on veut parler nous-mêmes de qui nous sommes. Mais en fait, c'est pas moi toute seule, puisque tous ces travaux ont été faits dans le cadre de projets de recherche en coopération France-Brésil, notamment ceux sur l'agrobiodiversité qui impliquent aussi Laure et Lúcia qui sont ici, et un autre avec le Museu Paraense Emílio Galdi, voilà, et avec Claudia Lopes, ma principale collègue sur ce projet. L'effet de rebond, c'est que finalement, le travail sur l'exposition dans le village a suscité de très très nombreuses discussions, de quoi on va parler, quels objets on va montrer, qu'est-ce qu'on ne peut pas montrer aussi, les choses importantes, par exemple le jardin, dans un premier temps c'était pas prévu puisque c'était une exposition sur la biodiversité pensée sur la forêt sauvage, on va dire,
ou alors les peintures corporelles n'étaient pas non plus prévues, mais ont été revendiquées comme un thème important à faire apparaître par les Kayapos. Et donc à Belém, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'idée, c'était aussi pourquoi travailler autant ensemble et que finalement le résultat reste au muséum où les Brésiliens ne pourront pas facilement, en tout cas, le voir, même si c'est une exposition permanente. Et donc cette idée de profiter en fait de l'année du Brésil, de la France au Brésil, qui est donc cette année, pour faire cette exposition à Belém, qui reprend une partie des objets, des dessins faits par les enfants dans les écoles du village pour monter l'exposition Kayapo, qui n'est pas du tout la même en fait, mais qui est un de ces résultats de ces dialogues entre institutions, entre chercheurs et population locale. Et puis je voulais dire que si ça est possible aussi, c'est parce qu'il y a eu cette coopération avec l'équipe de muséologie du musée Goeldi, avec Horacio qui est là. Et donc c'est vraiment une coopération entre disciplines, entre pays, et puis surtout donc avec les Kayapos. Voilà. Et maintenant donc on peut passer aux questions. Et je vous remercie de vous présenter quand vous posez une question. Obrigada. Bom dia, Elizabeth Höfling. Voltando ao assunto que o meu colega Carlos Roberto tocou, e que eu acho que é de extrema importância, não só para essa discussão agora, mas para todas as demais, inclusive que farão parte dos grupos de trabalho depois do almoço, e que o Carlos Roberto, inclusive, tocou, trata-se do arcabouço legal de cada país, tanto da França quanto do Brasil, para acesso à biodiversidade e outros aspectos importantes, tanto no ensino, porque cada um dos países tem as suas regras, as suas leis. E como o Carlos tocou en passant, que qualquer acordo ele deve respeitar esse arcabouço legal, eu só quero lembrar que nas propostas a gente deve pensar que nada poderá ser executado se não for dentro das leis de ambos os países. Só lembrete para a discussão da tarde. Gostaria de complementar o que minha colega Beth falou. Nós temos essa questão, a questão legal, ela é realmente um limitante muito claro. Mas nós temos outras questões também, questões éticas, que são vistas de forma diferente nos dois países. Questões de costumes mesmo, de como tratar certos problemas que nós precisamos, são desafios quando se pretende, então, fazer um acordo de cooperação, são desafios que devem ser enfrentados de uma forma muito honesta, muito clara, e que para explorar quais são os limites que essas cooperações podem enfrentar. Então, eu acho que a gente tem que se preparar para essa tarde, hoje, com um espírito bastante aberto, mas dentro desses parâmetros, porque eu acho que é natural que a gente descubra pontos de conflito e que esses pontos de conflito possam ser melhor explorados, né? Bom,
Horácio Augusto, do Museu Paraense Emílio Guild, pegando um pouco no que o Carlos falou, realmente, no começo da sua discussão, você falou que esta reunião aqui é sobre cooperação entre o Museu Nacional de História Natural da França e o Brasil como um todo. Na verdade, como não temos uma representação de todos os museus do Brasil, então fica sendo com os museus do Brasil, né? Eu falo isso em nome do nosso museu, que é o Emílio Guild, porque, vendo a apresentação da Agnès, eu identifiquei vários projetos que podem ser feitos em comum, né? A partir daquela relação de exposições que vocês têm itinerantes, dá para fazer uma parceria, dá para fazer uma contraparte nossa que possa complementar de vocês, dá para fazer muitas coisas em comum, mas aí eu acho que é a decisão de cada museu, né? Não sei se pode fazer uma coisa geral, de montar, então vamos celebrar um acordo de cooperação assim, geral. Mas acho que entre museu e museu é bastante possível. Obrigado. Bonjour, donc je me présente, je suis Marie Fleury, je suis directrice de l'antenne du Muséum d'Histoire Naturelle à Cayenne, en Guyane. Et j'étais très heureuse d'écouter les exposés ce matin et justement d'envisager des connexions possibles. Nous avons un projet avec la région Guyane de créer un conservatoire botanique et ethnobotanique, c'est-à-dire un projet qui vise à conserver à la fois la biodiversité végétale, mais aussi les savoirs qui y sont associés. C'est vrai que c'est un projet que nous aimerions beaucoup monter avec des partenaires brésiliens. On veut justement donner une part très importante aux communautés dans ce projet, c'est-à-dire qu'elles aient des représentants qui viennent construire le projet avec nous, de manière à envisager des actions qui visent à conserver et à faciliter la transmission des savoirs traditionnels autour des plantes. Donc je suis très heureuse de voir qu'au Brésil, vous avez aussi des projets similaires. Et je pense que là, on peut trouver des connexions et des partenariats possibles, notamment avec le Museo Goldie. J'espère qu'on aura l'occasion d'aller vous rencontrer là-bas pour en parler vraiment d'une manière concrète. Et puis aussi peut-être avec d'autres institutions. Ce serait aussi le lieu, je pense, parce qu'il y a toutes les missions du muséum qui pourraient être représentées, c'est-à-dire à la fois la conservation, l'expertise, mais aussi des expositions temporaires sur la biodiversité, bien sûr, et puis l'aspect pédagogique qui sera très important. Et notamment, je pense qu'il est très important de valoriser tout ce qui est justement éducation du public, donc peut-être par la mise en place de cours publics, notamment sur la botanique, l'ethnobotanique. Et là aussi, on pourrait faire certainement appel à des experts brésiliens qui viendraient enseigner en Guyane. Donc je pense qu'il y a là le moyen de faire un projet ensemble qui serait assez porteur. Voilà, donc. Então, nesses temas que nós estamos tratando aqui hoje, eu acho que uma palavra que foi falada ontem é uma palavra-chave, um conceito-chave nas nossas discussões à tarde, que é o conceito da complementaridade. Eu acho que ontem nós falamos também sobre as coleções, extensas coleções do Museu de Paris e de outros museus, e as coleções, de certa forma, limitadas que nós temos aqui. Então, só em termos de comparação, nós temos cerca de 40 milhões de espécimens animais em coleções brasileiras. Isso foi um levantamento feito logo após a Rio 92, na década de 90 ainda, começo dos anos 2000. Vanderlei Canhos participou muito ativamente desses levantamentos. A comunidade científica brasileira se preparou achando que a Rio 92 ia representar um forte ímpeto nos estudos da biodiversidade, mas as leis acabaram nos limitando um pouco. Mas o que nós temos que levar em consideração que, apesar do Brasil, por exemplo, ter 6 milhões de exemplares nos seus herbários e o Museu de Paris ter 11 milhões, nós temos 6 milhões, 99,9% são exicatas do Brasil. Então, nós temos uma representação da flora brasileira e da fauna brasileira nos museus que é extremamente relevante e importante no âmbito internacional. O que nos falta são os holótipos que estão nos museus da Europa e dos Estados Unidos. Então, nossas coleções são complementares e não se faz ciência sobre biodiversidade se não se utilizar a informação que está tanto no Brasil e em outros países também, que detêm a megadiversidade, e nos países que detêm
os holótipos, nos países que detêm os holótipos. Então, a complementaridade, eu acho que é uma grande chave. Isso no aspecto científico. Nós estamos vendo que no aspecto da difusão também as exposições que tanto a Agnes quanto a Joanne nos mostraram, as possibilidades de intercâmbio de exposições temporárias, isso que o Horácio falou também, nós temos possibilidade de apresentar contrapartidas nessa colaboração em todos os âmbitos, no âmbito científico, no âmbito de difusão, no âmbito da formação. Eu quero enfatizar a grande contribuição que o Brasil está dando no estudo da biodiversidade, com a formação de centenas de estudantes. Isso, eu não conheço paralelo realmente em outro país no mundo que esteja fazendo isso. Nós temos projetos especiais de taxonomia do CNPq, por exemplo. Temos muitos programas de pós-graduação que tratam dessa área, e eu acho que a complementaridade é perfeitamente possível dentro dos parâmetros que nós estamos discutindo. Pour répondre à la question d'Elisabeth sur les défis au niveau des structures légales, je crois que la signature de la convention entre le muséum et le CNPq, qui sera signée d'ici quelques jours par M. Gallet et le directeur ou le président de CNPq, sera très importante pour faciliter justement ces échanges. Donc déjà, peut-être qu'on va avoir un outil beaucoup plus performant pour la collaboration, qui va faciliter les échanges. Mas para os estudos museológicos seria importante que nós agregássemos também o recentemente criado IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, que se destacou do IFAM, é uma nova autarquia do Ministério da Cultura e que é inclusive responsável por todos os museus nacionais, a não ser o caso do Museu Guild, Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, que estão no CNPq e no MEC, respectivamente, mas os outros museus nacionais todos pertencem ao IBRAM. Então, seria muito importante agregar o IBRAM também nessa iniciativa de colaboração, não apenas o CNPq. Muito obrigada a todos. É 11h05 e tínhamos falado de terminar às 11 horas, então eu vou fechar a mesa. Obrigada a todos.